Mesdames téléspectateurs de Star 21 TV, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La session disciplinaire de la magistrature s'est ouverte à la Cour suprême de Conakry. Durant plusieurs jours, 31 dossiers de décision judiciaire et autres vont être passés à la loupe par une commission de magistrats. D'un côté, des travaux de réfection des voiries urbaines, de l'autre, une route complètement défoncée. Exemple palpable, la déviation de Matodo dans ce journal. Un mois après la fin de la grève des enseignants du SLEG, la reprise des cours est-elle effective dans les établissements d'enseignement ici à Conakry? La réponse est dans cette édition. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. On ouvre ce journal par les travaux du Conseil supérieur de la magistrature qui ont été lancés ce lundi à la Cour suprême. Pour cette session 2019, 31 dossiers vont être scrutés par le Conseil qui, au bout de 2 semaines, soumettra ses conclusions. Thierry Falilou Diallo pour plus de détails. Pour cette première session disciplinaire de 2019, les 31 plaintes inscrites au rôle sont soit formulées par des citoyens ou par le ministre de la Justice en personne contre des magistrats. Partie intégrante du Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil disciplinaire se compose de 15 membres, dont 13 magistrats élus et les 2 autres sont des magistrats membres du droit, à savoir le premier président de la Cour suprême et le procureur général près de la Cour suprême. Les décisions seront en fonction de la pertinence des plaintes. Les plaintes qui sont sans fondement seront rejetées. Celles qui sont consistantes feront l'examen de sanctions et les sanctions varieront du simple avertissement à la révocation. Et pour donner une idée, de 2014 à nos jours, parce que nous sommes en activité depuis 2014, nous avons prononcé 98 décisions disciplinaires. Sur les 98, 62 sont des décisions de rejet. C'est vous dire qu'en réalité, les 2 tiers ont été formulés de façon très légère contre des magistrats. Et les autres ont abouti à des sanctions, dont 2 révocations, c'est-à-dire 2 magistrats ont été purement et simplement rayés des cadres de la justice. Et les autres ont reçu des sanctions allant du rétrograde, de la rétrogradation jusqu'à l'abaissement d'échelon, voire simple avertissement. Le Conseil supérieur de la magistrature se compose comme suit: l'Assemblée générale ordinaire, la formation consultative et la formation disciplinaire, avec une particularité pour le cas guinéen. Au regard, c'est une des particularités du Conseil supérieur guinéen, il peut être saisi aussi bien par le ministre de la Justice que par un simple citoyen qui estime avoir été victime d'une faute de la part des magistrats. Alors qu'au Sénégal et en Côte d'Ivoire, c'est seulement le ministre qui peut saisir le Conseil. Et ce qui explique aussi qu'on est saisi de façon importante par les citoyens. Certains ne savent pas, on leur a dit qu'ils ont le droit de saisir. Quand ils ne sont pas contents, ils saisissent. Or, il ne suffit pas de saisir parce qu'on n'est pas content, il faut saisir parce qu'il y a eu une faute. Le Conseil supérieur de la magistrature ne peut être saisi que pour des faits postérieurs à la loi du 17 mai 2013. Les faits antérieurs à cette date échappent en effet à toute poursuite disciplinaire en application du principe de la non-rétroactivité des lois. L'école guinéenne est maintenant revenue à sa normale. Un mois après le retour des enseignants titulaires dans les classes, le constat est plutôt satisfaisant. Cette joie est partagée entre les élèves et les autorités de l'école. Un retour qui est la conséquence directe du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le syndicat de l'éducation. Aliou Diallo a fait un tour. Voici son reportage. Les écoles guinéennes sont désormais pleines, aucun signe de perturbation dans les classes. Ici, c'est la porte d'entrée du bureau du proviseur au lycée Ahmed Sékou Touré. Les élèves font la queue pour régler leur situation. Les cours se déroulent à la satisfaction des autorités de l'école. Ce, après le retour des enseignants titulaires en classe. Ça m'a plu à plus d'un titre, parce que de toute façon, après la compréhension entre les 2 parties, c'est la Guinée qui a gagné. Parce que le système éducatif, c'est tout le monde qui est concerné. À commencer par les parents, par les grévistes eux-mêmes, ils ont leurs enfants à l'école, par le gouvernement, nous sommes leurs enfants, par les professeurs, etc., etc. Donc c'est pourquoi dès qu'il y a une crise au sein du système éducatif, c'est toutes les couches sociales qui sont affectées. Les élèves se trouvant dans les salles d'examen sont contents de voir leurs professeurs revenir pour donner les cours. Je suis très ravi de les voir parce qu'on était en manque de professeurs. Malgré qu'il y avait le contractuel qui venait, mais moi particulièrement, je n'étais pas satisfait parce que ces enseignants, soi-disant les contractuels, ne pouvaient pas ici me suffire, ne pouvaient pas
me rend heureux. Mais avec les titulaires, je commence à comprendre les choses, les leçons comme ça se doit. Cette même appréciation se lit sur le visage de Marie-Madeleine Tenkiano, malgré la relève assurée par les contractuels durant la grève. J'apprécie le retour des titulaires dans les classes. Non seulement leur retour nous a permis de bien suivre les cours et puis leur manière de donner l'explication, c'est formidable. Ça nous aide tellement à comprendre aussi. J'apprécie leur retour dans les classes. Le souhait de ces encadreurs et élèves est de ne plus voir les cours s'estomper pendant le reste de l'année scolaire. Pendant que des travaux de réfection des voiries urbaines sont lancés à Conakry, des riverains de la déviation sud de Matoto restent exposés à la poussière que dégage cette route suite au passage des engins. Certains rencontrés ce lundi invoquent des risques de maladie et interpellent l'État pour des travaux de ce côté. Omar Sow nous signe ce reportage. La déviation de Matoto, l'une des voies les plus prisées par les usagers pour éviter les embouteillages lors des heures de pointe. Cependant, cette voirie est de nos jours dans un état de dégradation poussée. Malgré cela, des conducteurs de voitures ou encore de motos continuent d'emprunter cette route qui dégage en cette période de la poussière. Nous sommes sur la corniche, la déviation de Lansana Kouyaté. J'habite dans ce quartier depuis 7 ans, mais nous souffrons excessivement. Bon, ils sont venus gratter la route, mais ils n'ont pas mis de goudron, donc nous souffrons excessivement. Les enfants sont malades, la poussière dans les maisons, nous souffrons. Certains usagers, face à ce bourbier, sont obligés de ralentir leurs courses par mesure de sécurité. Des citoyens, par contre, dénoncent le mauvais travail des entreprises qui, de par le passé, ont exécuté les travaux sur cette déviation. La route, là, ce n'est pas parce qu'ils n'arrangent pas, mais le travail n'est pas fait comme il faut. Il n'y a pas de contrôle. Si on confie le travail à une entreprise, ça se limite là-bas. Sur le terrain, l'entreprise fait ce qu'il veut. À ce qui fait qu'il y a trop de dégradation. En dépit de l'état de la route, le constat révèle qu'il n'y a pas de caniveau d'évacuation des eaux. Ceux qui sont visibles par endroits se trouvent imbibés de déchets solides et liquides. Face à ces difficultés, les riverains interpellent l'État. L'emplacement de la route, ce n'est même pas favorable comme il faut. Avec de la poussière, ça nous fatigue, ça nous gêne un peu, quoi. Si c'est le moment pluvieux, c'est avec la boue. Franchement, nous demandons l'État de venir au secours. Pour se mettre à l'abri du danger sanitaire, d'aucuns optent pour l'arrosage. C'est le cas de ce coiffeur qui a son salon à quelques mètres de la route. Quand même, la poussière là, c'est pas bon pour nous, mon frère. Ça nous donne des maladies, vraiment. Vous-même, vous avez vu l'état de la route. Si les voitures passent ici, il y a beaucoup de poussière qui monte. Chaque fois, je mets ici de l'eau. Je peux mettre ici de l'eau parfois 5 fois, 6 fois par jour. Chaque fois, je verse de l'eau encore, mais je ne peux pas aller, mon frère. Pour l'heure, reste à savoir à quand la fin du calvaire des usagers ainsi que la population riveraine de la déviation sud de Matoto. Insalubrité, on en parle dans cette édition. Malgré les multiples campagnes d'assainissement dans la capitale, certains quartiers de Conakry continuent à briller par des tas d'immondices. Le grand marché de Matoto est un exemple de cette réalité. Reportage signé Kaïdou Chérif Fofana et Ibrahim Paye Kamara. C'est la réalité dont fait face la population qui fréquente le grand marché de Matoto. Difficile pour ceux qui ne sont pas habitués à cette odeur nauséabonde. Facile pour ces étalagistes qui cohabitent avec ces ordures. Là où on a indiqué le PME pour mettre les ordures, c'est une autre société qui vient prendre les ordures, envoyer des dépotoirs. Donc à l'heure là, c'est le militaire qui est chargé pour ça. Et nous, on n'a pas de contact avec eux. S'ils sont retardés, on va dire l'administrateur. Donc, le problème des ordures, ce n'est pas à notre compte. Il y a un PME dans le marché qui est chargé pour les collecter les ordures pour envoyer dehors. Pour le responsable du PME de Matoto, le changement du système de ramassage est la cause de ces tas d'ordures. Là où les femmes s'asseyent, nous balayons 7 sur 7 le marché. Donc nous mettons au point de regroupement. Maintenant, en ce qui concerne ce point de regroupement dont vous parlez, un tas d'inondices, ça ne relève pas de nous. Avant, c'était le SPTD qui jouait ce rôle, mais maintenant, je ne sais pas l'État a donné à qui. Parce que je ne comprends pas. Quand le maire était là, je l'appelais, il me dit donc ils vont venir prendre. La fois dernière, j'ai
J'ai appris encore, l'habitat va venir prendre, je ne sais pas maintenant si c'est le SPTD qui continue à faire le transfert. Du côté des marchands, difficile de vendre dans ces conditions. Yo walin me sab masinji ni me ala me nokka nyogeden me ngita kabinde be ya salon me ya ben hay baka jodo ku bele muna yoge samana ko musa matima yoge na ngora kulite ma musa yima aga mubal mo ka ku bele sotalo ko yoge ka ba ça fait be mubara toro. La question d'insalubrité continue d'être d'actualité, et cela malgré les efforts consentis par le gouvernement et certains ONG de la place. Sport dans cette édition d'information, l'AS Calom a reçu dimanche le satellite FC de Guinée au compte de la 11e journée du championnat national de Ligue 1 guinéenne de football. Ils ont concédé leur 5e match nul d'affilée. La prochaine sortie des sous-marins jaunes de Calom est prévue le 16 février prochain au stade du 28 septembre pour le premier classico de la saison face au Oréacé. 4e journée des matchs de poule de la Ligue des champions africaine, le Oréacé de Guinée reçoit ce mardi le Platinum FC de Zimbabwe. Les deux entraîneurs étaient devant les hommes de médias pour la conférence de presse d'avant-match. Abdoulaye Fofana était au siège de la Fédération guinéenne de football. Fond de cette conférence de presse d'avant-match de la 4e journée du groupe C de la Ligue des champions africaine. L'entraîneur du Oréa a été clair en conférence de presse. L'objectif dans cette rencontre, c'est de s'imposer afin de remonter à 7 points. Mais en face, il faudra faire très attention à cette équipe de Platinum. L'entraîneur a été clair. Si lors du match aller, ils ont perdu, ils sont ici à Conakry pour faire un très bon résultat. Donc, les hommes de Patrice Neveu sont avertis. Le coup d'envoi est prévu demain à 16h30, temps universel, au stade du 28 septembre. Sur le continent, démonstration de force réussie ce dimanche à Bamako pour deux leaders religieux. Mahmoud Diko, président du Haut Conseil islamique du Mali, et shérif de la localité malienne de Nioro, tous deux très critiques vis-à-vis du pouvoir malien, ont appelé leurs partisans à se rassembler dans un stade de Bamako. Plus de 60 000 personnes ont répondu à cet appel qui s'est très rapidement transformé en réquisitoire contre le pouvoir. Un rassemblement vite devenu politique devant des femmes quasiment toutes voilées et devant des hommes politiques, un intervenant donne le ton. Notre force, c'est notre unité. No ya gorjigenya na lutia ni aywa ataknya barawi. Mais comment on peut imaginer absaka jige hana waden kono chodi an wani jamanai ika foko ebna ni kalande do anga dem sanu kun. Le président rwandais Paul Kagame, qui a multiplié les initiatives durant son mandat à la tête de l'Union africaine UA, a passé le témoin dimanche à l'Égypte. Poids lourd régional en quête d'influence sur le continent lors du sommet de l'organisation tenu à Addis Abeba. L'Égypte souhaite profiter de son année à la tête de l'Union africaine pour renforcer sa position sur le continent africain et ne pas être considéré comme un pays tourné uniquement vers le monde arabe. وعلى الرغم من جهودنا الحثيثة للسيطرة على النزاعات بالقارة ومحاصرتها وخطتنا الطموحة لإسكات البنادق في جميع أرجاء العالم في جميع أرجاء القارة بحلول عام 2020 فلا يخفى عليكم أن الطريق أمامنا لا يزال طويلا لإنهاء الاقتتال في إفريقيا. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est réjoui d'un vent d'espoir qui souffle sur l'Afrique. Après une série d'élections pacifiques RDC, Madagascar, Mali, d'accords de paix Soudan du Sud, Centrafrique et de réconciliation Éthiopie-Érythrée. Despite the continent's own social, economic and security challenges, Africa's governments and people have kept borders, doors and hearts open to millions in need. Quelques heures plus tôt, une statue de l'empereur Haïlé Sélassié, un des pères de l'organisation de l'Union africaine OUA, avait été inaugurée.
En interactualité, les premiers négociateurs américains chargés de trouver une issue à la guerre commerciale avec la Chine étaient à Pékin lundi, à moins de 3 semaines de l'échéance fixée par Donald Trump pour une nouvelle salve de sanctions. Le négociateur qui devait entamer dans la journée des pourparlers avec des responsables chinois n'a fait aucune déclaration à la presse. M. Gerich devait engager des discussions préliminaires avant la tenue jeudi et vendredi à Pékin des tractations avec les hauts responsables de la négociation. Le représentant pour le commerce Robert Lighthizer et le secrétaire du Trésor côté américain et côté chinois, le vice-premier ministre Liu Yu et le gouverneur de la Banque centrale. Ces discussions font suite à celles organisées le mois dernier à Washington qui ont donné lieu à un entretien entre Liu Yu et le président américain Donald Trump. Des milliers d'Iraniens ont convergé ce lundi vers la place Azadi, Liberté en persan, dans le centre de Téhéran pour un rassemblement à l'appel des autorités afin de marquer le 40e anniversaire de la République islamique. La foule de tout âge grossissait malgré une forte pluie défilant devant des stands tenus par des institutions étatiques ou paragouvernemental et offrant du thé ou du gâteau, le jour férié le 22 Bahram du calendrier iranien commémore le renversement du régime impérial de Shah d'Iran Mohammad Reza Pahlavi le 11 février 1979, 10 jours après le retour d'exil triomphal de l'ayatollah Khomeini, père fondateur de la République islamique d'Iran. La foule agite de nombreux drapeaux verts, blancs et rouges, les couleurs nationales, et brandit des pancartes avec des slogans contre les États-Unis ou Israël. La République islamique célèbre son 40e anniversaire selon un rituel bien établi. Et mes téléspectateurs de Star 21 TV, c'est cet élément qui met fin à cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi et passez une excellente suite de programmes en compagnie de la télé du 21e siècle. Au revoir.